Dans l'épisode précédent, nous vous présentions un petit aperçu de l'arsenal de tracasseries administratives et médiatiques mises en place contre les militants panafricains souverainistes et anti-impérialistes. Il s'agit d'une part de les titiller, puis de les harceler et enfin de les discréditer aux yeux du grand public. Nous avons fait le constat que cette stratégie n'est pas spécifique à notre communauté, puisque aussi appliquée à des lanceurs d'alerte internationaux tels que Julian Assange et sur ceux qui se prennent la peine de les défendre comme Juan Branco. Nous allons poursuivre l'analyse des procédures mises en place pour attaquer ce militantisme et surtout expliquer en quoi cela rentre dans une stratégie plus globale de guerre économique. Car tant qu'on n'aura pas compris que l'Afrique appartient à l'Occident, comme nous le dévoilait l'ancien Premier ministre du Bénin Lionel Zinsou, l'on ne comprendra pas pourquoi tant d'énergie est mise en place pour saper le moral des troupes adverses génériques. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, qui s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, un peu en portugais, un peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, Monsieur le Premier ministre, souvent vous dites: attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce, puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, les premiers armateurs du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital. C'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change tous les ans? Elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. L'Afrique n'appartient toujours pas aux Africains. Le savoir et le dire fait des panafricains l'ennemi numéro 1 de l'impérialisme capitaliste et oligarchique. Bonjour et bienvenue sur ce second épisode du petit traité africain de guerre économique portant sur la France-Afrique et son réseau d'influence, l'espionnage économique et politique. Et l'on pourrait même dire de manière plus corporate de diplomatie économique, la diplomatie étant l'antichambre de la guerre militaire et sanguinaire. Le renseignement français et sa contingence militaire en direction du continent africain se réorganise et va se déployer en commandement pour l'Afrique comme l'ont déjà fait depuis longtemps les armées américaine. Selon le journal officiel daté de mercredi 26 juin 2024, il est stipulé que le général de brigade Pascal Yanni est nommé général commandant. Le commandement
pour l'Afrique à partir du 1er août 2024. Cette création inédite en France d'un commandement pour l'Afrique a été annoncée par plusieurs sources concordantes à l'agence France Presse, l'AFP, à la mi-juin. Le commandement pour l'Afrique est un état-major opérationnel du niveau opératif, organisme interarmé relevant du chef d'état-major des armées, donc du président de la République française, dédié aux opérations en Afrique. Il est chargé, sur sa zone de responsabilité, de la préparation et de la conduite des opérations ou engagements opérationnels interarmés dans l'ensemble des milieux et des champs matériels ou immatériels. Il est subordonné au Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, en tant que contrôleur opérationnel. Moi, j'ai plus de mal avec l'armée française aujourd'hui qu'avec Wagner. Ces propos volontairement provocateurs ont du mal à passer à Paris. Contacté, le ministère des Affaires étrangères nous confirme avoir demandé à 2 reprises la suspension temporaire des comptes Twitter et Facebook de Nathalie Yamb. Plus grave encore, elle est devenue interdite de territoire en France. Le général Pascal Yanny est l'un des instigateurs de cette mesure. Pour lui, la décision était inévitable. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. Mais Nathalie Yamb ne tremble pas un instant lorsque nous lui soumettons le document français qu'elle affirme ne jamais avoir reçu. J'ai du mal à croire que ce soit un document officiel. D'abord parce que c'est mal écrit. Ensuite, peut-être que je surestime l'administration française, c'est possible. Mais c'est rempli de ragots. Donc tout est faux là-dedans ? Je vois rien là-dedans. Je vois que je cautionne et encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. C'est faux. S'il s'agit de dire que j'envoie des gens pour casser des ambassades, pour tuer des Français, c'est complètement hors sol. Vous vous êtes réjoui de la mort de soldats français ? Je ne pleure pas la mort de soldats français. Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. Sous ce prisme-là, je considère que ce sont nos adversaires et je ne vais jamais pleurer pour la mort d'un soldat français. Malgré les sanctions, elle flirte sans complexe avec les limites. Chaque soldat français qui tombe en Afrique, c'est un ennemi qui tombe. Prenez tous vos CFA et puis déchirez. Les Français, à travers leurs supplétifs terroristes qu'ils ont installés, entraînés, financés, équipés. Mais pour l'armée, la liberté d'expression ne permet pas tout. Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Yamb ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Et à partir du moment où ces manipulations d'informations se traduisent par des menaces physiques, on ne peut pas laisser faire. Il faut intervenir. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner ? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. Depuis chez elle à Zoug, la militante suisse semble intouchable et continue de semer la zizanie. Mais pour combien de temps encore ? Oui, car comme vu dans l'épisode précédent, c'est tout un arsenal, voire toute une section de la DGSE qui s'occupe spécialement de surveiller, harceler et faire taire tous ces militants d'origine africaine. Et d'ailleurs, qui est donc cet ennemi contre qui se prépare le commandement pour l'Afrique ? Anciennement colonel, Pascal Yanny était porte-parole du chef de l'État-major des armées françaises. Et l'on l'a énormément vu sur les plateaux télé en 2022 pour communiquer sur le retrait des forces françaises, au Mali entre autres.
en plus de l'entrée en guerre contre la Russie. Un sentiment de travail non achevé l'a donc poussé à reprendre le chemin de l'Afrique avec sa nouvelle promotion en tant que général, à la tête de toute une division stationnée entre la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin, le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest et le Gabon pour l'Afrique centrale. Alors, qui est donc cet ennemi contre qui se prépare le commandement pour l'Afrique ? Les forces armées de l'AES ayant décimé, ou plutôt repoussé une grande partie du terrorisme au Sahel, grâce à l'aide logistique et militaire de la Fédération de Russie, qui reste-t-il qui nécessite une telle réorganisation ? Ce n'est pas dit, mais l'on doit le comprendre. Désormais, l'ennemi africain des pays otaniens est l'AES, ou plutôt la CES pour Confédération des États du Sahel, considéré à leurs yeux comme un État terroriste, un ennemi de l'Occident et non plus ni un allié ni un partenaire économique comme quand ils étaient affiliés à la CEDEAO. En leur empêchant d'accéder librement à leurs matières premières, aussi les militants panafricains souverainistes anti-impérialistes seront considérés et ciblés comme des agents perturbateurs, précurseurs de cet état de fait. Créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Il est certain que le commandement pour l'Afrique est issu de cette idée émise lors de cette allocution du chef de l'État français, Emmanuel Macron, lors de son dernier discours face aux ambassadeurs de 2023. Nous sommes toujours dans de la diplomatie économique parce que les enjeux qui sont défendus ici sont ceux des intérêts de la France et de ses privilèges d'accès aux matières premières et aux ressources naturelles disponibles à foison sur le continent africain. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont
apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. C'était un extrait d'un autre haut gradé de l'armée française en charge des affaires africaines, le général François Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française qui, le 22 avril 2024, dans son interview sur les antennes de France Inter, appelle à recoloniser l'Afrique. Il assume par ailleurs que on ne fait pas la guerre pour la démocratie, mais pour les intérêts de la France. D'autre part, il aura été auditionné au Sénat par la Commission de la Défense le 20 avril 2024, quelques jours avant cette interview. Tous ces différents extraits sont une entrée en matière sur la mise en place de l'offensive par le gouvernement français, et que je désignerais comme étant la France-Afrique pour combattre la mauvaise herbe considérée comme ingrate et gâtée. Le panafricanisme. Le panafricanisme est une idéologie née dans la diaspora africaine pour un désir d'émancipation de sa communauté sur l'ensemble de la planète après qu'elle ait eu à subir esclavage, colonisation et ségrégation. À cela, je rajoute la dimension économique qui n'est perçue par aucun de nos militants, mais qui est en fait ce qui alimente le feu de la discorde et de la prédation. L'homme noir a de la valeur. Tout ce qu'il touche finit par en avoir, et son continent d'origine est un Eldorado de ressources naturelles et de matières premières. Nous avons été à l'école, appris à lire, à analyser les chiffres et les bilans, observer ce qui se passe ailleurs, et l'on le sait maintenant. Ce qui se passe en Afrique est révoltant. Le savoir et le dire fait de nous des délinquants, car comme beaucoup l'avaient prédit plusieurs années avant, l'Occident laissera tomber les histoires de terrorisme, surtout quand elles sont éloignées de la métropole, pour s'attaquer directement au panafricanisme qui lui font beaucoup plus de mal au point de vue économique. Le terrorisme religieux permet d'effrayer les populations intérieures. Ça sert d'épouvantail comme le sont le Rassemblement national, anciennement le Front national, dont on se sert pour rabattre l'opinion toujours vers plus de mondialisme détenu par des oligarques dissimulés derrière des partis que l'on pense modérés. Mais derrière, une terrible répression est en train de s'organiser sur le continent africain que l'on souhaite couper de sa diaspora, malheureusement plus vigilante et plus méfiante que les populations autochtones, encore dans le narratif des années 60 d'une France libre et libératrice. Beaucoup de nos présidents parlent de rupture avec la dictature pour mieux se laisser guider et bercé par la France-Afrique et ses réseaux du fait de ses nombreuses facilités, avantages et privilèges pour ceux qui y recourent. Plusieurs think tanks vont donc se pencher sur les armes actuelles du panafricanisme et comment le combattre. Pour la plupart, n'étant pas des milices armées, comme le furent les Black Panthers Party, aux États-Unis, le panafricanisme à la sauce francophone se concentre uniquement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de bruit pour le moment, et très peu d'action, sauf dans celle d'un Kémy Séba ou d'une Nathalie Yamb. Nous sommes devenus malheureusement les spécialistes de la marmaille, des longs discours et du bavardage. Des vidéos YouTube, Facebook ou TikTok pouvant durer jusqu'à 8 heures d'affilée, plusieurs fois par semaine. Je les écoute désormais avec assiduité, comme si j'écoutais une radio en ligne. Ça en fait office avec les interruptions publicitaires en moins. Ces différentes plateformes n'ayant pas été conçues pour héberger un contenu militant et politisé, surtout africain, s'en est suivi une série de répressions et de censures sur ces réseaux sociaux très dures et très violentes. En 2019, la France se classe 2e pour les requêtes de suppression de pages auprès de Facebook, de chaînes pour YouTube et de fermeture de comptes pour Twitter. Selon les données regroupées par Comparitech, le gouvernement français et ses instances ont procédé à 49 971 demandes de retrait de contenu, toutes plateformes confondues, mais surtout des demandes de retrait de contenu adressés à Google et aux autres réseaux sociaux les plus populaires, soit le 4e pays le plus actif derrière l'Inde, 77 620, la Russie, 77 162 et la Turquie, 63 585. Mais attention, cela ne veut pas dire que les demandes ont été acceptées, mais qu'elles ont été officiellement formulées. Bien sûr, ce sont nos États africains qui vont rebondir sur cette possibilité et l'on entend que différents textes de loi de censure en préparation pour TikTok sont attendus en Afrique en commençant par le Cameroun. Ce 4 juillet 2024, plusieurs médias annonçaient que le Conseil national de la communication et TikTok avaient signé un protocole d'accord qui vise à mieux
encadrer et contrôler les contenus des Camerounais. Une démarche qui tombe un an avant les prochaines élections, qui tend à démontrer la manipulation des médias par les autorités, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Cela nous permet de revenir sur le rapport du club influence de l'AEGE, dont je vous ai parlé au précédent épisode, qui expose ces réseaux d'acteurs moteurs de la guerre de l'information cherchant à réduire l'influence française en Afrique. Édité en 3 volets sur le portail de l'intelligence économique, la deuxième partie vise ainsi à décrire et à cartographier les différents acteurs contemporains qui se revendiquent de cette école de pensée pour cibler la France, parfois en s'appuyant sur d'importants relais étrangers. Pour que vous n'ayez pas à entendre que ma voix et mon analyse, je vous partage celle d'un jeune de la chaîne Pensée Kémit. Une analyse pertinente, auquel j'adhère complètement. Bon, comme très souvent dans ma communauté, l'on avance en anonyme ou avec des pseudos, donc impossible d'identifier les individus correctement. D'ailleurs, je fais un petit aparté sur ce sujet, car il est très important. Un autre activiste avec lequel je suis en total désaccord en raison de ses accointances avec la France-Afrique qu'il adore, qu'il honore et qu'il promeut. Monsieur Hervé Maïka a néanmoins touché un point très important de notre faiblesse économique et logistique et source de notre retard économique. C'est l'identification claire et précise des hommes, des lieux et des produits. Effectivement, l'on ne peut pas commencer un début de progrès sans référencement, qui est en quelque sorte la source ou la preuve que tout le monde sollicite et réclame quand tu avances une théorie. Ça permet de donner des noms précis à des courants de pensée, par exemple. Moi, par exemple, je veux que demain, Patrice Dzionse soit associé à l'observation géopolitique et géostratégique panafricaine en termes d'analyse économique, même dans 100 ans. Mais ne pas clairement s'identifier, c'est expliquer que l'on n'assume pas ses opinions et donc de ne pas être une source fiable. Je n'apprécie donc pas cet intellectuel, Hervé Maïka, que je cite sans diffamation et sans insulte, car ça reste une personne publique, qui a d'ailleurs écrit un livre paru en 2019, L'Afrique, une promesse, comment l'Afrique s'éveillera, transition et développement de l'Afrique, qui méritera d'être lu, analysé et étudié, ce que je ne manquerai pas de faire dans un prochain podcast. Souvent, les Africains déserteurs sont des anciens militants de la cause, déçus de la tournure des choses et de leur manque d'influence sur le terrain. Il est plus facile de se faire remarquer du côté France-Afrique que de se faire remarquer côté panafricain. Car côté France-Afrique, l'on est beaucoup plus réactif et incisif avec des décisions spectaculaires comme des décisions juridiques extrêmement dissuasives. Se mettre du côté du plus fort est donc humain, mais représentatif de la lâcheté de notre élite, de leur paresse et de leur manque de vision d'avenir. Bref, on s'éloigne, écoutons l'analyse de ce jeune youtubeur Pensée Kémit que vous retrouverez en intégralité avec des images et de la vidéo sur sa chaîne YouTube, une opinion que je partage avec lui. C'est un reproche qui a souvent fait aux Camerounais sur les réseaux sociaux par rapport au fait que eux, ils ne parlent jamais du Cameroun. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Très probablement. Nyamsi wa Cameroun wa Africa, c'est le compte Twitter de Franklin Nyamsi, a publié une vidéo d'un jeune homme que voici qui donne en gros son mécontentement par rapport aux 3 que vous voyez sur l'affiche là. Les 3 qui sont Alain Foka, Franklin Nyamsi et Nathalie Yamb. Écoutez ce qu'il dit. Les personnes que vous voyez sur ces photos-là ont tous des dénominateurs communs. Et je vais vous les énumérer et vous allez comprendre la vraie nature de ces individus-là. Et le premier, c'est qu'ils sont tous Camerounais, d'origine ou Camerounais, tout court. Le deuxième dénominateur commun, c'est qu'ils ne vivent pas chez eux, ils résident pas au Cameroun. Le troisième dénominateur commun, c'est que voilà des gens qui connaissent l'histoire de tous les pays, mais qui ignorent leur propre histoire, ou bien qui font exprès d'ignorer leur propre histoire, l'histoire de leur propre pays. Il y a un autre élément qui les unit, c'est que voilà des gens qui savent exactement ce qu'il faut pour développer les autres pays et ce que les autres pays doivent faire pour se développer, mais ils ignorent complètement ce qu'il faut pour développer leur propre pays. Et l'autre élément le plus important, c'est qu'ils connaissent les crimes organisés dans tous les pays, ou les crimes qui ont été commis dans tous les pays, sauf les crimes de leur propre pays. Oui. Voilà des gens aussi qui savent que dans tous les pays,
il faut une démocratie stable. Mais ils savent pas que c'est eux aussi, il faut une démocratie stable. Un autre élément que je vais vous rajouter, peut-être le dernier, c'est que voilà des gens qui appellent l'alternance dans tous les pays, sauf dans leur propre pays, où il y a une personne qui a fait 40 ans au pouvoir. Certains même étaient à l'école primaire quand le mec prenait le pouvoir. Mais ils ne le voient pas. Ils ne savent pas qu'il est là-bas. Tout ce qu'ils savent, c'est que dans les autres pays, il y a des problèmes et que eux, les grands connaisseurs, ils ont les moyens de leur donner les bons conseils qu'il faut pour dépasser ces problèmes-là. Mais ces eux-là, tout va bien. Il y a le développement, il y a des autoroutes, il y a la justice et tout. Dernier élément, c'est que voilà des gens qui appellent les jeunesses des autres pays à affronter leurs dirigeants, mais qui n'appellent jamais leur propre jeunesse à affronter Biya. Je ne sais pas s'ils ont peur de Biya. Je ne sais pas s'ils se foutent de nous ou c'est des marchands c'est des maîtres chanteurs. Voilà, vous avez à peu près écouté la logique. Je connais assez bien ce genre d'insultes parce que c'est pas comme si moi-même j'en suis épargné. On me le dit très souvent. Vraiment, à chaque fois que je parle d'un truc, il y aura toujours quelqu'un qui peut me faire la réflexion en mode « Pourquoi tu ne parles jamais du Cameroun ?» Et à ça, il y a une réponse que Alain Foka a donnée qui est extrêmement intéressante. Vraiment, c'est une des meilleures. Mais avant qu'on écoute la réponse d'Alain Foka, il y a en fait un truc que j'aimerais vous dire. Les gens qui disent ça, qui pensent ça, en réalité sont en train de littéralement travailler pour l'ennemi. Je m'explique. Dans ce document publié la fin du mois dernier, c'est-à-dire le 26 juin 2024, intitulé « Guerre de l'information contre la France en Afrique, comment agissent les panafricanistes dans l'espace informationnel ?» Ça, c'est la partie 3 du document, 3 sur 3. Il faut un décryptage donc de comment est-ce que les gars fonctionnent en Afrique. Vous allez par exemple voir la caisse d'amplification, l'exemple de Kémy Séba au Niger. Et donc le principe de ce document global, c'est d'expliquer quelles sont les stratégies utilisées par les panafricanistes et globalement des gens qui se revendiquent du mouvement et ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique, pour pouvoir donc contrer le narratif français en Afrique, c'est-à-dire comment enseigner correctement aux gens. En gros, c'est ça. Et ce que Alain Foka fait, ce que Franklin Yamsi fait ou encore ce que Nathalie Yam fait, c'est très simplement de l'information. On passe de l'information. On dit des choses. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, un conseil que l'on donne à la Côte d'Ivoire de ne pas s'appliquer au Cameroun? Absolument rien. Parce que dans le cas précis de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, on a un ensemble de facteurs en commun, que ce soit la population, la taille du pays, par exemple, l'accès à la mer, etc., etc. L'accès à l'océan ici, en l'occurrence. Et donc, ce document est extrêmement complet. Vous allez, par exemple, voir l'analyse de l'amplification par les réseaux sociaux panafricains de la visite de Kémy Séba au Niger suite au coup d'État de septembre 2023. Après, vous allez voir les grands titres, création de médias artificiels pour relayer et crédibiliser son narratif. Blablabla, ils vont aussi faire leur ensemble de propagande, etc. Et dans une des stratégies que les gars mettent en place au niveau de la réponse, littéralement, c'est ça. Quelle réponse française dans cette guerre de l'information continue? Une des stratégies, c'est justement d'amplifier un contre-narratif visant à décrédibiliser les panafricanistes en question. C'est-à-dire que leur but, ce n'est pas de s'attaquer au discours des personnes, parce que le discours, il est vrai. Factuellement, on peut remarquer tous les dégâts que la France fait en Afrique. Ça se remarque. Maintenant, leur stratégie vise alors à dire, bon, vu qu'on ne peut rien faire contre le narratif qui est très propagé, comment est-ce qu'on va casser ça? C'est plutôt en attaquant les personnes qui propagent l'information. Vous voyez, en attaquant les têtes là qui propagent l'information. Et vous allez déjà vous rendre compte de ça avec l'audition de l'ambassadrice française au Sénat français. Durant cette enquête, elle devait expliquer pourquoi est-ce que la perception de la France en Afrique est en train d'être autant touchée. Et elle a donc expliqué un ensemble de trucs parmi lesquels elle a dit qu'il faudrait qu'il puisse contrer le narratif en citant donc des noms. Les noms des gens qu'elle a cités, par exemple Claudicia, elle a aussi cité Alain Foka. Elle a évoqué Kémy Séba sans prononcer exactement le nom. Et vous allez vous rendre compte qu'une de leurs stratégies phares, c'est de faire en sorte que d'autres acteurs en ligne ou d'autres personnes critiquent non pas le discours de Kémy Séba, de Nathalie Yam, de Alain Foka et consorts, mais décrédibilisent plutôt les personnes. C'est pour ça qu'on va parler donc de ils sont payés par les Russes, il est financé par la Russie, l'autre est financé par Wagner, l'autre est financé par Faure Gnassingbé, l'autre est financé par Paul Biya au Cameroun, etc., etc., etc. Que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où on arrive à faire douter les gens,
Et je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir, ce à quoi j'ai pu parvenir au Ghana, c'est que aujourd'hui, lorsque quelqu'un sur mes réseaux, dans le fil ou dans le fil de blogueurs qui évoquent des actions de la France, va dire quelque chose de négatif, on dit oui, mais on sait bien que la France, dans les pays francophones, etc. Je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ce sont les abonnés qui, pendant plusieurs années, m'ont vu fonctionner, vont dire, mais enfin, tu vois bien que ça tient pas la route. Et vont eux-mêmes répondre, et vont eux-mêmes, avec leurs propres mots, parfois dans leur propre langue, répondre en disant, mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, tu te laisses manipuler, etc. Et j'ai même plus besoin de répondre. Parce que des gens sont prêts à le croire. Des gens sont prêts à croire n'importe quoi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus se réfugier dans ce déni-là. Il faut réagir. Il faut occuper les médias. La nature a horreur du vide. Donc, il faut qu'on soit dans les médias. Il faut qu'on soit présent. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka, dont vous pouvez écouter les éditos, qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique, et puis vous écoutez parfois des éditos de Claude Iciard, ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Dernièrement, un panafricaniste a dit devant les micros de médias français, il a affirmé qu'il était financé par le Hezbollah et par l'Iran. Et a expliqué que les 400 000 euros qu'on lui soupçonnait d'avoir perçus de la Russie, on était très en dessous de la vérité. Il l'a affirmé au micro d'un média français qui est diffusé sur TF1 et sur TMC. Parce qu'ici, le but est de décrédibiliser les individus. Alors, que vous soyez mandaté ou pas pour le faire, que vous fassiez ça par analyse, par ras-le-bol, par peu importe la raison, sachez que vous êtes en train d'aider les ennemis de l'Afrique, vous êtes en train d'aider les Occidentaux à reprendre du terrain en Afrique. Parce que honnêtement, rien n'explique que pour des inutiles combats tribaux, parce que là, ce sont des combats tribaux camerounais, togolais, ivoiriens, burkinabés, ce ne sont que des tribus. On est exactement pareil. Rien n'explique que pour des conflits tribaux, les gens se lèvent sur Internet pour critiquer des gens qui, même si vous n'aimez pas leur manière de faire, luttent quand même pour l'Afrique, parce que leur vie est en danger. Un journal suisse a interviewé Nathalie Yamb, et dans cette interview, qu'est-ce qu'on a révélé? Qu'elle reçoit des menaces régulièrement, les menaces de mort. Il ne s'agit pas simplement de dire arrêtez ce que vous faites, sinon on va disliker votre vidéo, non. Des menaces de mort, donc. Que vous soyez d'accord ou pas avec sa méthode, avec sa manière de fonctionner, elle lutte quand même pour un idéal africain, oui ou non? Est-ce que ce n'est donc pas ça le plus important? Et même dans mon cas de figure, quand je parle par exemple, je sais pas, du Gabon, je parlais de la Côte d'Ivoire, il y a toujours quelqu'un, ou même du Sénégal récemment. J'ai parlé récemment du Sénégal et il y avait toujours des gens en commentaire pour venir dire tu ne parles pas du Cameroun. Et à ça, je leur réponds souvent que quand je parle d'un pays, sachez que je suis du pays là. Si je parle du Sénégal, c'est parce que je suis sénégalais. Si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce que je suis ivoirien. Si je parle du Gabon, du Congo, c'est parce que je suis gabonais, je suis congolais. Et personne ne pourra prouver le contraire parce que je suis ce que je dis. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des bêtes conflits tribaux que les gens veulent instaurer que ça veut dire qu'on ne doit pas se sentir impliqué pour ce qui se passe ailleurs. Mais on est quand même sur un continent qui, globalement, ne va pas. Donc, on va s'asseoir, discuter simplement de... Chacun parle de ses choses. C'est ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas d'un pays ne peut pas représenter tous les autres pays ailleurs. C'est ça. Ça veut dire que, bon, si on estime que je ne suis pas d'une nation X, je ne peux pas faire en sorte que la nation X, là, brille à l'étranger, c'est ça? Ou alors parler d'un souci ou informer sur ce qui se passe. Quelle est la logique même qui vous pousse à être des candidats conscients ou inconscients de nos ennemis comme ça? En tout cas, par rapport à ça, écoutez la réflexion d'Alain Foka. Moi, je pense que vraiment, il a tout bien dit. Nous finançons nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce qu'il pourrait quand même... qu'on donne aussi, c'est qu'Alain Foka, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo, alors qu'il y a des problèmes au Togo. Voilà, le même Alain Foka qu'on disait qu'il ne parle jamais du Cameroun, là on est en train de lui reprocher le fait, par exemple, qu'il ne parle jamais du Togo. Finalement, qu'est-ce qu'il est censé faire? Porter l'étendard de tout le monde. Et aussi, s'il y a quelque chose qui peut même être très intéressant, c'est que ces gens-là qui se plaignent parlent du Cameroun. Ça peut être très intéressant comme approche. C'est comme ça qu'on se serre les coudes, non?
L'histoire, par exemple, que je raconte sur cette chaîne, la plupart des gens ne le savent pas. Je raconte même l'histoire de l'Europe. Je raconte l'histoire de l'Asie, l'histoire de l'Amérique. Je connais l'histoire géopolitique d'un ensemble de nations, des relations entre ces pays-là, etc., etc. Bon, comme je parle parfois des États-Unis, j'ai besoin d'être américain pour, comme je parle souvent de la Russie, j'ai besoin d'être russe pour. D'ailleurs, on va même parler du Cameroun, qu'il se passe quoi de pertinent au Cameroun qui mérite d'être présenté au public. C'est-à-dire, en 6 mois, regardez la somme d'informations, regardez la somme de choses qui se sont passées en Afrique de l'Ouest. Dans les mêmes 6 mois, combien de choses se sont passées en Afrique centrale ou précisément au Cameroun? Quelle information pertinente mérite d'être mise en avant plus que nécessaire déjà? Il y a de grands médias au Cameroun, il y a de grands influenceurs au Cameroun qui traitent de ça. Il y a de grands journalistes au Cameroun d'ailleurs. Si vous voulez des reportages exclusivement centrés sur le Cameroun, allez regarder Le Grand Reporter. C'est un gars sur Facebook magnifique. Il dit plein de trucs. Allez le suivre. Il y a de problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foka parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Mais je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. Oh, c'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Excellent. Et c'est vrai. C'est vrai. Oui, je suis complètement d'accord avec cette approche. On va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi du Cameroun, qui est ton pays. On a beaucoup vu, on dit, mais Alain Foka, il parle jamais du Cameroun avec tout ce qui s'y passe. Mais Jules, est-ce que c'est vrai? Je suis mal placé pour répondre. Moi, mon avis personnel, c'est que peut-être c'est pas assez. Bon, maintenant, on m'a dit que tu parles jamais du Cameroun, tu en as parlé. Mais puis quand j'en ai parlé d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'en ai parlé d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup entendu après le battage que ça a suscité, les confrères me défendre ou réagir. À ce moment-là, j'ai pas beaucoup écouté. Cela dire, ils ne parlent pas du Cameroun et je les ai pas vus me défendre tellement. Et quand les autorités camerounaises me tapaient dessus, j'ai pas vu la presse se dire mais pourquoi vous lui tapez dessus? Mais est-ce que tu comprends ceux de tes compatriotes camerounais qui estiment qu'avec la voix qui est la tienne, tu devrais plus parler du Cameroun? J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler parce que d'un coup, on me donne une place extraordinaire. Nous sommes un certain nombre de journalistes camerounais parce que dans ce domaine-là, les Camerounais ont plutôt pas trop mal réussi. Et la question ne posait qu'à moi. Alain, ils n'ont pas ta notoriété. La question ne posait qu'à moi. Ils n'ont pas ta notoriété. Que ceux qui me font ce procès fassent le travail pour moi. Les critiques là viennent de partout en vrai. Littéralement de partout. Ça peut être des gens qui pensent avoir mieux compris les choses que le reste du monde. Ça peut être des gens qui aiment simplement critiquer. Vous savez, comme on parle le français, et je le dis souvent ici, la langue que l'on parle modifie la façon de penser. Comme on parle le français et que le français est une langue très critique, le français c'est une langue insatisfaite, on arrive à se satisfaire de rien en fait. On arrive à se satisfaire de rien. Littéralement. Ces gens, un peu comme celui que l'on a vu là qui critique Franklin Nyamsi, Alain Foka et Nathalie Yamb, sont une extrême minorité de gens. Mais comme ils sont extrêmement bruyants et qu'ils donnent l'impression d'avoir eu l'argument par excellence, on leur accorde du crédit. Or, pas du tout. C'est une extrême minorité de gens. La preuve, c'est que même quand des journalistes français, des journalistes occidentaux font le même reproche aux panafricanistes ou aux acteurs des réseaux sociaux anti-colonial ou pour l'Afrique, ces derniers temps interviennent, ils vont toujours vous sortir la phrase « ils parlent des autres mais ils ne parlent jamais de leur truc ». Toujours pour créer cette dissonance-là. Non seulement c'est parce que c'est organisé, mais vraiment parce qu'ils ont l'impression que c'est l'argument le plus ultime, qu'à partir de l'argument-là, tout le monde va venir les discréditer, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Tout ce que j'ai à dire simplement, c'est que les gens qui passent leur temps systématiquement à poser ces questions, sachez que vous êtes en train de jouer le jeu de l'Occident et sachez que vous êtes en train de travailler pour l'Occident. Parce que vous mettez des tribus. Vous arrivez à faire comme s'il y a une différence entre un Centrafricain et un Camerounais.
Peut-être parce que vous ne voyagez pas à travers l'Afrique que vous pensez que nous sommes différents. Nous sommes identiques. Donc, on prend une séparation artificielle de nous et maintenant on arrive à vous faire croire, à vous mettre dans la tête que personne d'autre que vous n'a le droit de se battre pour vous et que vous, de votre côté, vous ne devez vous battre que pour vous tant que le reste de l'Afrique meurt. C'est ça, non? Vous pensez vraiment que si un pays africain est touché, le reste des pays ne vont pas en pâtir? Vous oubliez que nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous interconnectés. C'est le sens même du mot panafricanisme. Africa Unite. Mais l'une des stratégies qui va être employée de manière soft et récurrente pour déstabiliser nos militants les plus actifs et les plus visibles, c'est bien sûr de semer la zizanie au sein même de la communauté. La division a toujours été l'arme utilisée contre et avec les Africains, car l'on joue directement avec son émotion, que l'on sait très sensible, la religion, l'ethnie et maintenant le nationalisme xénophobique. La France-Afrique a donc bien saisi la force des réseaux au sein de la communauté, car l'on a besoin de communiquer pour mieux comprendre. TikTok a démultiplié le nombre d'interlocuteurs et le nombre d'acteurs auxquels je m'identifie de plus en plus. Avec TikTok, nous revenons littéralement à l'ère de la radio pirate, comme aux grandes heures de la résistance française. Et c'est bien cela qui a été identifié par les réseaux du renseignement. Avant de finir, il est donc important de comprendre pourquoi le monde noir réagit et agit de la sorte. La première est son ras-le-bol de la pauvreté, puis son manque de liberté, et pour finir, son besoin de souveraineté. La difficulté étant autant de l'intérieur que de l'extérieur, car le réseau France-Afrique, c'est d'abord le plus puissant réseau de collabos. Comme le dit l'ambassadrice pour la diplomatie publique en Afrique, Anne-Sophie Havé, le 30 avril, durant la commission d'enquête du Sénat sur les ingérences étrangères. Dans l'extrait qu'on vous a fait écouter précédemment, le relais répressif et de censure doit se faire par les Africains eux-mêmes, coutumiers de se saborder eux-mêmes et de lutter contre leurs intérêts et surtout les intérêts collectifs dès lors que ça profite à un ou deux privilégiés, les collabos. Nous développerons ce sujet dans un prochain épisode, voire même le prochain épisode, qui traitera donc de France-Afrique et du recrutement et de la formation de ces collabos. C'était le podcast du petit traité africain de guerre économique. Votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et afrodescendant doit connaître et comprendre. Pour votre éveil et réveil à l'organisation et impact géopolitique sur le monde noir. Pour comprendre le jeu mondialiste et les enjeux du continent, pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique, mais aussi pour anticiper votre succès individuel et votre réussite collective. Ce podcast n'est bien sûr pas un appel à la violence, ni à la haine, ni n'est un média complotiste, mais un webinaire de décryptage économique, stratégique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine. Je suis Patrice Dianse, concepteur, créateur et animateur de la chaîne Décoloniser les esprits pour mon média Africa Reloaded, accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et partager ce podcast que vous trouverez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et YouTube. Prenez le temps de l'écouter dans les transports ou dans votre véhicule. Suivez-moi pour le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous ai délivré la leçon 70, donnée le 24 juillet de l'an 2024 du calendrier grégorien, 6260 du calendrier kémite et 4722 du calendrier chinois, une année du dragon de bois, un signe connu pour sa force et sa grandeur et qui va nous réserver cette année beaucoup d'imprévus, des opportunités surprenantes, mais aussi de beaux revirements de situation. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation cet épisode et on se dit à plus tard. Matondo.